Sébastien? C'est ça, comme le pari dont je parlais tantôt, c'est ça, c'est que quand ces auteurs-là ont commencé à publier du roman pour jeunes, bon, leur lecteur avait 12-15 ans, en espérant que le lectorat allait suivre, donc c'est pour ça qu'éventuellement, inévitablement, il fallait qu'il y ait une maison d'édition qui puisse accueillir les textes pour adultes, c'est ce qui s'est fait finalement. Sébastien? Si je peux rebondir par rapport Joël, comme écrivain jeunesse, dans ses textes, c'est ce qui me marquait étant enfant, préadolescent, c'est toujours refusé à niveler vers le bas, c'est toujours refusé de prendre le jeune lecteur pour quelqu'un qu'il faut prendre par la main, avait la rare qualité de faire confiance à l'intelligence du jeune lecteur, autant dans la création de ses mondes, autant aussi dans les discours éthiques. Je pense au Jour de trop, par exemple, qui est une science-fiction où le personnage va assister au viol d'une femme endormie, ou dans Contre-Monde, où on va décider de sacrifier la quête de base, c'est pas le dénouement, mais la quête de base, c'est d'aller chercher une entité sylvestre qui porte le nom de Sylvano pour la sacrifier, pour apaiser un ogre. Et puis là, les personnages vont se mettre à réfléchir, mais une fois qu'on aura trouvé cette personne, de quel droit est-ce qu'on va la larguer comme ça à l'ogre? Il y avait un discours éthique très approfondi, il y avait des univers, il y avait des réflexions qui étaient amenées, en faisant confiance à l'intelligence du jeune lecteur, et c'est très rare encore maintenant, et c'est une qualité majeure qu'avait Joël comme écrivain jeunesse. Oui, c'est vrai on pense toujours de façon, pour le grand public, on le rappelle, on pense toujours que la littérature jeunesse est une littérature édulcorée, entre guillemets. En fait, c'est tout le contraire. Bien évidemment, il est beaucoup plus difficile souvent d'écrire pour la jeunesse, de trouver le ton juste, que d'écrire pour les adultes. Il y a bien des auteurs excellents en adultes qui échouent complètement à faire des romans jeunesse dignes de ce nom. Et effectivement, ça revient bien sur ce que tu disais, Sébastien. Il faut beaucoup d'ambition, beaucoup d'exigence, beaucoup d'éthique aussi, sans avoir peur de surprendre le lecteur, de faire confiance à son intelligence. Du côté des Américains, Robert Heinlein, que j'ai un peu étudié, lui disait qu'il écrivait pour les jeunes et que quelques adultes éclairés pouvaient peut-être comprendre ses livres, ses juvéniles, de manière provocatrice de dire qu'il n'y a pas du tout de gradation, et si elle existait, elle serait plutôt dans l'autre sens. Alors, toujours sur l'auteur, même si le temps passe, après on va parler du rédacteur en chef. Par rapport à ces nouvelles, donc nous on a eu, entre autres publications, donc Cœur de fer, qui a été publié donc au Béguet, qui malheureusement n'est plus disponible aujourd'hui. Donc j'ai échangé avec Olivier Girard, avec Gilles Dumay, qui avait été acteur de ce recueil. J'espère évidemment qu'un jour ce recueil sera repris, et puis surtout que dans les années à venir, des propositions ou des constructions de projets éditoriaux, on en parlera peut-être à la fin de la table ronde, se feront autour de ces nouvelles. Quelle était la place de la nouvelle dans son œuvre? On a beaucoup parlé de ses romans, on a eu un très bel extrait, merci Eric. Quelle était pour lui la place de la nouvelle? Est-ce que la nouvelle amenait au roman? Parfois on voit beaucoup d'auteurs faire des fix-up de novellas ou de nouvelles. Ou est-ce que c'était plutôt quelque chose de secondaire? Comment il se positionnait par rapport à la nouvelle? Moi, je pense qu'il accordait une grande importance à la nouvelle. Après, les nouvelles qui m'ont le plus marqué, je pourrais nommer Salut Gilles, Cariotype 20 plus 21. C'est des nouvelles où il y a vraiment, à mon sens, pris à bras le corps des sujets très difficiles, que ce soit l'avortement ou la stérilisation des personnes handicapées. C'était des sujets casse-cou et ces nouvelles-là sont vraiment magnifiques. C'est en partie aussi par son sens de récit, mais aussi par son talent de dialoguiste. On l'évoquait tantôt, il a travaillé pour le cinéma ces dernières années. Moi, je considère que c'était des sujets très difficiles à aborder, mais oui, vraiment, il s'en est tiré avec les honneurs de la guerre. Et pour moi, ces nouvelles sont aussi importantes que ces romans. Si on parle de nouvelles qui ont été écrites à la fin des années 80, du début des années 90, il y a vraiment une période très forte, juste avant, je dirais peut-être d'aborder des récits plus longs. Pour ceux qui veulent lire un bel exemple de ces nouvelles, des nouvelles qui sont justement des sujets très à la fois difficiles et en même temps qui restent contemporains, dans Utopia 14, pour l'édition actuelle, il y a une nouvelle de Joël Champetier qui s'appelle
très beau titre, Dieu 1-0. Et cette nouvelle se passe aux États-Unis. C'est un personnage récurrent dans les nouvelles de Joël. D'ailleurs, on voulait, et nous allons sûrement faire un recueil. C'est la question d'après. Oui, c'est ça, nous allons faire un recueil avec toutes les nouvelles où il y a le professeur Rickenbach qui apparaît. C'est un scientifique, et dans Dieu 1-0, nous sommes aux États-Unis et tout tourne autour de l'intelligence artificielle. Cette nouvelle a été écrite en 1990. Et tout tourne autour des intelligences artificielles et avec le problème pour faire de la recherche, ça prend de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut que tu passes par les gouvernements. Et dans la nouvelle, comme par hasard, la droite religieuse a pris du galon de façon absolument incroyable aux États-Unis. Donc on dit qu'on est en 90, c'est encore au tout début. Et je relisais pour amener, c'est moi qui ai amené la nouvelle à Jérôme Vincent pour les utopiens, je relisais la nouvelle et je me disais, bon sang, on dirait un texte contemporain. Parce que tout le background des États-Unis, on croirait voir ceux-là qui existent actuellement. Quand on parle des réalités, non pas des réalités, mais des intelligences artificielles, actuellement aux États-Unis, les chercheurs ont beaucoup de misère à aller chercher des fonds. Nous, on l'a vécu au Canada parce qu'on a eu un gouvernement qui, Dieu merci, vient de se faire renverser, mais qui coupait littéralement les subventions à la recherche, parce que tout le monde sait qu'on ne fait pas de censure, mais si vous vous organisez pour qu'il n'y ait personne qui pose une question, ben on n'a pas de problème avec les réponses, n'est-ce pas? Alors, on a tout ça dans la nouvelle écrite en 1990, et c'était à l'époque déjà, c'était un sujet assez difficile à essayer de faire passer. Et je pense qu'il a relevé vraiment haut la main le défi. Le défi. Alors, malheureusement, le temps passe déjà toujours trop vite. Il faudra que je fasse modifier la durée des tables rondes aux Utopia, c'est déjà plusieurs années que j'essaie. Alors, la rédaction, le Solaris maintenant, Joël Champetier, Solaris, il ne nous reste déjà plus qu'un quart d'heure, c'est un drame. J'espère qu'on aura le temps aussi de prendre des questions. Mais c'est important aussi de bien rappeler ça, que Joël, c'était un auteur qui a aussi été acteur de cette naissance-là des éditions à lire, qui a été aussi très important, vous en avez témoigné tous les deux, en particulier Sébastien Éric. Son poste de rédacteur en chef, c'est évidemment des qualités de générosité, on l'a bien compris, des qualités de disponibilité, des qualités d'écoute, des qualités de conseil. Qu'est-ce qui a fait de lui un rédacteur en chef finalement inoubliable, en dehors de déjà ce qu'on a pu dire? Quels sont vos souvenirs lorsque Joël prend en main la rédaction en chef de la revue Solaris? Peut-être souvenirs par rapport à la première rencontre, au premier travail, son exigence par rapport au texte, comment ça se passait? Je me suis développé comme auteur de nouvelles sous Joël Champetier. Il y a Yves Ménard qui a refusé ma première nouvelle et puis travaillé ma deuxième, mais sinon après ça a été Joël tout le long. Et puis il y avait une belle attention aux détails. Il m'apprenait comment être efficace dans mon écriture. Il m'indiquait si un passage était redondant par rapport à un autre, où il pouvait me pointer un paragraphe en disant « Regarde, dans ce paragraphe-là, tu es en train d'expliquer ta nouvelle, tu fais le travail du lecteur à sa place. » Là, je rayais allègrement le paragraphe. Il pouvait vous écrire aussi à la dernière minute, alors que l'impression approchait, il pouvait écrire pour confirmer un dernier détail qu'elle a remarqué et qu'il chicotait, parce qu'il voulait offrir à l'auteur la chance de produire le meilleur texte. Il m'a déjà relancé aussi en me disant comment est-ce que, en commentant une nouvelle que j'avais soumise, il m'avait marqué un passage comme étant pas assez clair. Et puis, après y avoir réfléchi, il avait compris que tel terme que j'avais utilisé, dans le domaine spécialisé de la médecine, ça voulait aussi dire telle chose, et là, ça avait déjà un peu plus de sens. Et puis là, j'ai dû lui répondre qu'il me prêtait plus de finesse et d'érudition que j'en avais, parce que ça restait une belle erreur de ma part. Et il y avait le souci encore là, il sous-estimait pas mon intelligence, et puis il y avait le souci de bien faire, d'amener l'auteur au meilleur. Joël avait ce pacte d'être exigeant en nous faisant sentir que s'il l'était, c'était pour qu'on aille chercher le meilleur de nous-mêmes. C'était dans sa façon de montrer ce qui ne fonctionnait pas dans un texte, c'était chacun des défauts qui pointaient était comme
compliment à notre potentiel en disant tu peux faire mieux, tu es capable d'aller plus loin, ton texte est bon, moyen, passable, mauvais, peu importe, mais si tu fais ceci, mais si tu fais cela, il y a possibilité d'aller mieux. Ça a toujours été un charme de travailler avec Joël. D'autres commentaires peut-être par rapport à Solaris, par rapport au rayonnement de Solaris, à la vie même de Solaris, qu'on apprécie beaucoup en France, la revue Solaris. La revue Solaris, c'est la plus vieille revue francophone de science-fiction fantastique. Depuis 1974, c'est la 5e, toute langue confondue. C'est quand même pas rien. Joël a été associé directement et indirectement depuis plus des 30 dernières années, mais là, depuis 1983.